l'époque où en 2 clics de souris et quelques secondes, on rentre en contact avec des interlocuteurs à des dizaines de milliers de kilomètres, il y a encore 15% de la population mondiale qui soit en état de sous-nutrition et où un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes. Comment? Pourquoi? Quelle solution? C'est à ces questions que vont tenter de répondre nos invités, auxquels je laisse la parole. Je vous souhaite à tous une très bonne et instructive soirée. Je pense qu'il faut allumer les micros tout le monde d'ailleurs, parce que c'est pas allumé. Voilà. Merci beaucoup, bonsoir. Alors ce sont d'éminents spécialistes qui vont essayer de répondre à toutes les questions que nous avons à nous poser ce soir. Je vais vous les présenter. Mehdi Drissi, qui est chef du bureau information pour la France, le Benelux et Monaco à la FAO. Vous connaissez peut-être la FAO, c'est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui est un organisme qui dépend des Nations Unies et dont le conseil indépendant est présidé par quelqu'un que nous connaissons bien ici, en l'occurrence Luc Guyot. François Guillaume, ici même, ancien président de la FNSEA entre 79 et 86, ministre de l'Agriculture entre 86 et 88, puis député européen et député de Meurthe-et-Moselle, auteur d'un livre paru l'an dernier, c'est ça, Vaincre la faim, et qui défendra tout à l'heure ce qu'on a appelé le plan Guillaume, avec un certain nombre de propositions pour vaincre la faim justement. Monsieur Marc Dufumier, ingénieur agronome et enseignant-chercheur, il dirige la chaire d'agriculture à AgroParisTech, qui est un institut des sciences et l'industrie, du vivant et de l'environnement. Tout au bout là-bas, monsieur André Forest, qui est chef du département écologie et modèle pour l'halieutique à l'Ifremer, à Nantes, et puis Michel Adrien, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est le directeur général du groupe Adrien, un groupe qu'il a créé et qui fut un des pionniers de l'aquaculture avec la création notamment de France Turbo. On parlera tout à l'heure justement de l'aquaculture. On va essayer de diviser ce débat un peu en deux, puisqu'il y a deux gros enjeux qui sont l'agriculture évidemment et la pêche, et même l'aquaculture. Donc on va d'abord s'intéresser à l'agriculture, et puis ensuite avec Michel Adrien et André Forest, on abordera plutôt les ressources halieutiques. Mehdi Drissi, je vais vous donner d'abord la parole. Vous représentez la FAO, vous avez donc des chiffres très précis sur la faim dans le monde, et il est bien qu'on commence évidemment par dresser un peu un état des lieux, si je puis exprimer ainsi, de la faim dans le monde, avec des chiffres très précis et assez récents d'ailleurs. Merci M. Courgeon, mesdames, messieurs. D'abord remercier l'IPCA pour son invitation, et puis vous remercier vous de vous être déplacé un vendredi soir pluvieux pour venir nous écouter. Il y a à côté de moi d'éminents spécialistes, comme vous l'avez dit, c'était le cas, monsieur le ministre notamment. Et oui, la FAO a publié quelques chiffres avant la publication le 6 octobre de son rapport annuel SOFI, l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Les chiffres sont alarmants, ils sont inadmissibles. À New York s'est tenu la semaine dernière du 20 au 22 septembre le sommet des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement. On a vu les chefs d'État se satisfaire de certaines avancées en matière de réduction de la pauvreté ou de santé maternelle, de santé infantile. Globalement, il faut faire attention entre les chiffres tels qu'ils sont présentés. Quand on vous dit par exemple qu'en matière de réduction de la pauvreté, il y avait en 2000 1,8 milliard de personnes qui étaient au-dessous du seuil de pauvreté qui est de 1,25 $ américains par an, qu'aujourd'hui il n'y en a plus que 1,4, mais la croissance de la population est telle qu'il ne faut pas s'attarder sur des chiffres qui ne sont pas toujours très parlants. En matière d'OMD, on dit qu'aujourd'hui dans les pays en développement, c'est 20%. De 20% en 2000, on est passé à 16% de personnes souffrant chroniquement de la faim. Oui, mais la population et la croissance démographique est telle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent de la faim et ces 20 à 16% ne sont pas nécessairement parlants. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Un petit retour en arrière pour vous dire qu'en 1996, lors du premier sommet mondial d'alimentation à Rome, les chefs d'État et de gouvernement présents s'étaient engagés à réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim à l'horizon 2015. C'était le premier des objectifs du millénaire pour le développement. Il y avait un peu plus de 800 millions à l'époque, 848 millions en 1996. On parlait donc de 400 millions en 2015. Aujourd'hui, nos chiffres parlent de 925 millions de personnes souffrant de la faim. Et ils étaient 1,23 milliard l'an dernier. C'est le premier recul en 15 ans, hein, c'est ça? Oui. C'est ça. Comment vous l'expliquez d'ailleurs sur RCUL? Sur RCUL, cette année, c'est que
il y a eu la crise financière qui a affecté l'ensemble de la planète, et la reprise économique à laquelle s'ajoute la baisse du prix des denrées alimentaires fait qu'il y a eu un recul d'une centaine de millions de personnes, ce qui est extrêmement encourageant, mais on est encore dans des chiffres qui sont... On reste supérieur à ce qu'on était avant 2008, avant la crise économique. Ah oui, bien sûr. On était à 823 millions en 2007. On a donc 100 millions de plus. 100 millions de moins que l'an dernier, mais 100 millions de plus. Donc les chiffres sont là, et puis 98% de ces personnes vivent dans les pays en développement, et l'essentiel dans les zones rurales. Donc on est très très loin des objectifs. Moi je ne ferai pas un satisfecit, comme on a pu l'entendre à New York, de l'état d'avancement des 8 objectifs du millénaire pour le développement. Et aujourd'hui, l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde est pire qu'il n'a été. Juste un mot, comment la FAO calcule le nombre de personnes, c'est 925 millions? Alors c'est extrêmement difficile. On m'a posé la question dans une émission télévisée il n'y a pas longtemps, et le journaliste a abandonné parce que je rentrais dans des considérations avec l'IPH, l'indice de pauvreté humaine. Donc j'abandonne aussi. Et puis sexe, âge, honnêtement, ça va être extrêmement complexe. Alors la faim avait reculé jusque dans les années 95-96, malgré la croissance démographique. Il y a un retour à la hausse depuis les années 2000. Comment vous l'expliquez à la FAO? Alors il y a eu une hausse du prix des denrées alimentaires qui a conduit en 2007-2008 à une crise alimentaire sans précédent, des émeutes de la faim dans une quarantaine de pays, de gouvernements sont tombés. Ils sont dus à différents facteurs. Ils sont dus à la fois au manque d'investissement dans l'agriculture. C'est dû également à la concurrence des biocarburants, c'est dû au manque de politique publique pour l'agriculture, c'est dû à la baisse de l'aide publique au développement, du moins de la part consacrée à l'agriculture, c'est dû à la spéculation sur les denrées alimentaires, puisque c'est devenu aujourd'hui des produits sur lesquels on spécule comme pour les matières premières. C'est dû également aux phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient et qui ont des conséquences graves. Cet été, on a vu que la sécheresse qui a sévi en Russie a entraîné une hausse du prix du blé, et ce que la presse mondiale a traduit comme étant déjà une nouvelle crise alimentaire. Ce n'est pas le cas. On en reparlera peut-être après. On ne sait pas le cas pour différentes raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Mais voilà, toute une série de facteurs, la hausse, la croissance démographique, et j'en passe. Vous voyez, il y a toute une série de choses qui font qu'on en arrive à cette situation. Alors l'objectif millénaire du développement, vous l'avez dit, un des 8 objectifs en tout cas n'est pas respecté, puisqu'il fallait baisser de moitié d'ici 2015, on n'y sera pas. Quelles sont les préconisations aujourd'hui qui sont faites par la FAO? Très rapidement, si vous pouvez nous lister les préconisations pour justement faire baisser encore ce chiffre. Alors la principale, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, il faut que la part publique, la part consacrée à l'agriculture de l'aide publique au développement revienne sur les bases de ce qu'elle était dans les années 60-70 qui ont permis la révolution verte. On est passé en 3 décennies de près de 19% de la part consacrée à l'agriculture à 5% aujourd'hui. Mais il faut aussi que les gouvernements nationaux, notamment dans les pays en développement, consacrent eux aussi sur leurs budgets nationaux la part qui se doit à l'agriculture. Idem pour l'investissement privé. C'est pour nous le facteur principal. Il y en a d'autres, mais si je devais en évoquer qu'un seul, c'est celui-là. Très bien. François Guillaume, juste un mot avant qu'on entende Marc Dufumier. J'ai lu que vous, pour vaincre la faim, alors on ne va pas revenir sur votre plan tout de suite, si vous permettez, juste un mot très général. Pour vaincre la faim et satisfaire la demande, vous recommandez, en tout cas c'est une de vos idées, de doubler la production mondiale aujourd'hui. Vous me confirmez que c'est bien une de vos propositions? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Il faut doubler la production mondiale dans l'espace d'un quart de siècle, si on veut nourrir toute la population. Et ça, c'est possible. Alors, quelles sont les conditions? Première condition, déjà... Est-ce qu'on peut monter votre micro, si c'est possible? Je le dis juste parce qu'on vous entend assez mal. Vous entendez bien ou pas? C'est moyen. Voilà, si vous montez le micro de François Guillaume. Voilà. Bon, comme plus près, là? Voilà, très bien. Ah bon, d'accord. Oui, alors, doubler la production mondiale, c'est possible. Et pour cela, que faut-il faire? Premièrement, naturellement, développer la productivité dans tous les pays du monde, y compris d'ailleurs
dans les nôtres, en dépit des réactions d'un certain nombre de personnes qui considèrent que l'agriculture française, par exemple, l'agriculture européenne, est trop productiviste. Bon, on pourra éventuellement, dans les questions, répondre à cette objection. Deuxièmement, il s'agit bien entendu d'utiliser toutes les techniques nouvelles. Alors, les techniques nouvelles, là aussi, c'est sujet à contestation, mais les OGM, on ne pourra pas nourrir 10 milliards d'habitants, 9 ou 10 milliards d'habitants en l'an 2050 si on refuse l'utilisation des nouvelles technologies qui, la démonstration a été faite, sont, avec toutes les précautions requises, inoffensives. Il faut aussi protéger les terres agricoles. Songez par exemple qu'en France, nous perdons chaque année 75 000 hectares de terre qui sont utilisés pour les constructions, les terrains de sport, etc. etc. Bon, 75 000 hectares de terre. Ça veut dire que tous les 6 ans, il disparaît en France un département, la superficie agricole d'un département français, tous les 6 ans. En Chine, c'est bien pire. Alors là, les estimations sont très différentes, mais certains agronomes écrits sur le sujet estiment que la Chine perd 1 million d'hectares chaque année. C'est considérable. Je rappelle, pour avoir un ordre de grandeur, que la France a 29 millions de terres agricoles, soit cultivées, soit toujours en herbe. Ça vous donne une idée de perte de terrain dans un pays comme la Chine, qui a vraiment besoin de développer l'agriculture pour nourrir sa population qui comptabilise 1,3 milliard d'habitants. Il faut naturellement aussi limiter ce que j'appelle une certaine spoliation des terres par des pays comme la Chine, la Corée, le Japon, qui vont acheter ou louer par bail emphytéotique, c'est-à-dire 99 ans, des terres dans des régions comme Madagascar. Il y a eu un incident très grave, vous avez dû voir ça dans les journaux, la population de Madagascar qui protestait contre l'acquisition par la Corée du Sud de quantités de terres importantes. Ces quantités de terres destinées à produire non pas pour les agriculteurs, pour la population locale, mais pour être directement exportées dans les pays qui ont acheté ces terres. Alors je répète, Corée du Sud, etc. Ils en achètent en Ukraine, ils en achètent un peu partout, au Brésil et ailleurs. Et il faut, quand je dis développer les agricultures, développer toutes les agricultures, quelles qu'elles soient, naturellement, y compris dans le pays en voie de développement, et surtout dans les pays en voie de développement. Néanmoins, il faut être réaliste, compte tenu de l'objectif visé doubler la production agricole mondiale par 2 dans le quart de siècle qui vient. Il est parfaitement clair que ce n'est pas à partir du seul développement des productions des pays en voie de développement qu'on y parviendra, d'autant plus que généralement ces agricultures sont souvent archaïques